Be Careful, Sons of God, épisode 8. Une fois l'enregistrement du nouveau numéro de Mental terminé, Marie-Ange Bernstein, la présentatrice télé, saute dans son taxi et file à une soirée cocktail donnée au Grand Colbert, restaurant situé rue Vivienne. Son mari, Pascal Filippetti, l'y attend et a beaucoup insisté pour qu'elle le rejoigne. S'il te plaît, Bichette. Malgré l'ambiance feutrée rigolarde, le climat national est tendu. Pendant cet apéritif dînatoire, un comédien de la comédie française lit tout du Stefan Zweig pour dénoncer l'extrême droite qui est proche de remporter les élections de 2027. Les ombres du fascisme sont aux portes du pouvoir. Et ça fait très peur à tout le monde. Quand une idée s'est emparée d'un penseur, elle domine jusque dans ses fibres les plus intimes, entretenant à lui un feu qui ne s'éteint pas. Une pensée vivante ne veut pas vivre et mourir dans un individu. Elle a besoin d'espace et de liberté. C'est pourquoi un moment vient toujours où il faut qu'elle sorte du cerveau qui l'a conçue, tel l'esquille d'un doigt ulcéré, l'enfant du corps de la mère, le fruit de son enveloppe. Un homme d'un tempérament aussi fougueux que celui de Servet ne peut supporter à la longue de garder pour soi la pensée qui en lui ne le quitte pas. Il faut qu'il la fasse partager au monde entier. C'est pour lui, aujourd'hui comme hier, une souffrance de voir les chefs de l'église évangélique prêcher les dogmes faux du baptême et de la Trinité. De voir comment la chrétienté continue à être souillée de ses erreurs anti-chrétiennes. N'est-ce pas son devoir de se mettre enfin en avant et d'apporter au monde le message de la vraie foi ? Toutes ces années de silence forcé ont dû lui peser terriblement. Le besoin de parler le presse, et sa condition d'homme traqué l'oblige au silence. Dans cette situation douloureuse, il essaie, désir bien compréhensible, de trouver tout au moins un frère de pensée, avec qui il puisse s'entretenir des questions religieuses. Conscience contre violence. Stefan Zweig, 1936. Alors que Marie-Ange discute près du buffet avec un ami mania de la presse et grand directeur du journal Le Monde, elle se voit proposer cash une cooptation en franc-maçonnerie. Il lui dit qu'il peut la parrainer. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, Charlie ? Tu sais que je suis déjà prise et que je n'ai pas de temps à consacrer à ce que tu me présentes comme une simple association de bienfaiteurs et de grands penseurs. Pas la peine de t'en faire une montagne, ma chère. Tu auras très vite du retour sur investissement. La franc-maçonnerie, ce n'est ni plus ni moins que du développement personnel. Il est temps que tu penses un petit peu à toi. Marie-Ange ricane intérieurement. Ces discours psychologisants et new-ageux de l'individualisme auto-centré sonnent un peu creux à ses oreilles. Mais Charlie rajoute : Et puis la terre, la carrière, c'est bien joli, mais à un moment donné, il va peut-être falloir penser au ciel. À ton âme, à Dieu. Tu crois pas ? Mine de rien, en parlant du ciel et de l'âme, sans le savoir, Charlie a fait mouche. Il a marqué des points. Marie-Ange, suite à cette soirée et après s'être laissé le temps de la réflexion, décide finalement d'accepter de tenter l'aventure et de venir tester si ça lui plaît. Par l'entremise de son ami journaliste, elle pousse les portes de la grande loge de France, la GLDF, rue de Puteaux, dans le 17e. Mais seulement en tant qu'observante extérieure. Et ça lui va très bien. Elle qu'on interroge sans arrêt, qu'on met toujours à la première place, là, elle se sent comme une autre. Et au spectacle d'un autre type. Elle est frappée de voir avec quelle précision militaire tout est scénarisé, codifié, de manière hyper sincère. Être maçon, c'est d'abord être debout. L'application des initiés francs-maçons dans leur jeu de rôle la fascine. Elle lui trouve une beauté, une perfection, limite une transcendance. Même si ça pourrait lui faire peur. Elle regarde la mise en scène, la répartition de la parole, la musique, le jargon spécifique, les costumes chevaleresques, les dialogues venus d'un autre temps, le ciel étoilé, la prolifération d'objets symboliques aussi mystérieux qu'hypnotiques. Est attribué un phénomène qui s'appelle la sérendipité. Cette sérendipité Dans la loge qu'elle visite, elle entend un initié exposer une planche sur le thème de la sérendipité, c'est-à-dire la théorie des heureux hasards. Elle ne connaissait pas du tout. Elle essaie de dévisager l'orateur, car elle ne le voit que de profil, dans une pénombre prédominante. Mais sa voix lui dit quand même quelque chose.
rêve. C'est le docteur Piala. Encore lui. Mais décidément, il me poursuit. Le docteur Piala est engagé par le gouvernement mondial antéchristique. Il a une grande confiance en la République, en ses bonnes intentions, aux droits individuels et aux acquis sociaux que l'État-providence offre. L'abolition de l'esclavage, le droit de vote ou de grève, l'égalité homme-femme, l'écologie, la liberté d'expression et de la presse, la lutte contre les inégalités et les discriminations, le droit des femmes à disposer de leur corps, la culture numérique, l'accès aux soins pour tous, la laïcité, etc. Par exemple, il est d'accord avec la suppression de la clause de conscience pour les médecins qui refuseraient de pratiquer des avortements et qui, par là même, peuvent être poursuivis. Il se considère comme un expert éveillé en quête de vérité. Il se bat pour une science libre au service de l'humanité. Il a déjà reçu la Légion d'honneur. Et il brigue le poste de grand maître. Sa morale, c'est l'amélioration, l'équilibre et le bien-être, fonctionnant sur le fameux didéisme matérialiste mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. C'est pour ça qu'il se montre en faveur de tout type d'expérimentation scientifique présentée comme un progrès, une ouverture, un bienfait. Même l'avortement, l'euthanasie, la prescription d'antidépresseurs, la transsexualité, les vaccins, le clonage, les bébés médicaments, il est d'accord. À partir du moment où l'individu le veut, que c'est pour son bien et le bien de toute l'humanité. C'est un type dangereux, mais étonnamment sincère, persuadé d'être bon, réglo, solidaire et utile à tous. Dans l'histoire de l'humanité, des centaines, des milliers d'inventions sont attribuées à la sérendipité. Une fois l'exposition de sa planche terminée, que Marie-Ange n'a écouté que d'une oreille tellement c'était soporifique, il retourne à sa place, sur sa colonne. Le vénérable maître, sur son estrade, donne un coup de maillet annonçant un moment collectif solennel. Debout, mes frères. Veuillez vous déganter. L'heure est venue de fermer nos travaux. Formons la chaîne d'union. Marie-Ange est invitée à se lever de son siège et à se joindre à un cercle composé par la trentaine d'initiés présents dans le temple. Enfin un peu d'action. Elle s'arrange néanmoins pour que le docteur Piala ne la repère pas. Ni en face, ni trop loin. Chaque membre de la loge croise ses bras devant la poitrine, le bras droit sur le bras gauche, la main droite de chaque frère au-dessus de la main gauche du frère voisin, à hauteur du plexus solaire, et les deux pieds en angle droit, donc en équerre. Tous observent un instant de recueillement. Le vénérable maître vient briser leur silence en prononçant ces mots. Maintenant que nous sommes unis dans un amour qui efface toutes les frontières et les différends entre nous, élevons-nous ensemble vers notre idéal. Qu'il inspire notre conduite dans le monde profane, qu'il guide notre vie, qu'il soit la lumière sur notre chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. À présent, mon cœur se déplace vers ma main. J'y arrive. Ne dit-on pas avoir le cœur sur la main ? Eh bien, j'ai le cœur sur la main. Le cœur à cœur peut se produire. Et je vénère celui qui a pour mission de nous rappeler sans cesse le lien qui nous unit. Quand lui, nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains. Cette chaîne nous lie dans le temps comme dans l'espace. Elle nous vient du passé et tend vers l'avenir. Par elle, nous sommes rattachés à la lignée de nos ancêtres, nos maîtres vénérés qui l'a formée hier, ainsi qu'à la lignée des créatures présentes, et même aux héros imaginaires qui les constituent et continuent de nous inspirer. Par elle s'unissent les francs-maçons de tous les rites, de tous les pays, dans un grand tout. Lui, il sait ce qui habite mon cœur, mes reins et mes actions. Et moi, humble maillon le composant, j'enrichis cette chaîne de nombreux et solides anneaux de pur métal. Élevant mon esprit vers l'idéal de notre ordre, je sens que je rapproche tous les humains par la fraternité. J'entre dans le grand temps, celui des vivants, des morts et des pas encore nés. Celui des personnes et des personnages mythiques de mes livres. Je me sens bien avec eux. Et même avec les héros de chacun de mes frères. Nous rendons hommage. Il n'y a plus de temps. Seulement une vraie joie d'être ensemble, de communier, d'être lui. C'est un lac d'amour où je pénètre progressivement, où tout est à sa juste place. C'est l'harmonie universelle. Mon voisin est mon frère. Et avec lui, nous créons une troisième entité. Différente de nous, mais qui émane de nous. Nous devenons pierre du temple. Il n'y a plus d'extérieur ou d'intérieur. Il n'y a plus de moi.
Seulement un jeu vibrant, lumineux, sans gravité ni durée. Un pur être fraternel dans une béatitude éternelle. Nous sommes les veilleurs du grand tout. Nous sommes les anges du mont Hermon qui s'unissent aux filles de Seth pour ne former qu'un seul soleil. Notre être collectif est invincible. À sa plus grande surprise, cette chaîne d'union plonge Marie-Ange dans un bien-être indescriptible, à la fois doux et puissant. Elle sent comme une chaleur électrique, une énergie vibratoire, une décharge électromagnétique, un fluide grisant traverser tout son corps et passer par les pores de la main de ses voisins de gauche et de droite. Elle se sent entraînée dans une sorte de vortex qui l'aspire et l'emmène dans une autre dimension. Un endroit d'elle-même qu'elle ignorait et qui lui paraît infini. À tel point que, d'une part, elle se découvre un don de médiumnité, qu'elle compte bien explorer, creuser, c'est le cas de le dire, par la suite, puisqu'elle a eu l'impression, en l'espace de quelques secondes, de pouvoir lire dans les pensées de son voisin de droite. Et que d'autre part, elle vit une expansion de conscience, une décorporation qui lui fait espérer retrouver des êtres chers perdus dans une autre dimension. Elle pense immédiatement à Thierry, son défunt petit frère. Et si elle tenait là la clé d'un passage qu'elle croyait impossible? Et si elle pouvait revoir Thierry? Sa vision s'arrête quand elle aperçoit des ombres au loin. Et ensuite, la voix du vénérable maître clôturant l'égrégore la ramène à la dure réalité. Elle met quelques minutes à se remettre de cette expérience métaphysique si particulière. Au moment des agapes, Marie-Ange est contente d'avoir découvert une facette inconnue de la franc-maçonnerie. Elle sent qu'elle peut y trouver sa place, rencontrer des êtres d'exception, des éveillés et des intelligences supérieures. Et surtout, qu'elle peut y trouver cet anonymat qui lui manque tant depuis qu'elle ne peut pas faire 2 mètres dans la rue sans être reconnue par un passant ou photographiée par un paparazzi. Là-bas, elle n'est pas Marie-Ange Bernstein. Elle est une parmi tant d'autres apprentis en quête de sens, de beau, de bien et de vrai. Du beau monde, et même des hommes politiques engagés pour le bien commun. Des défenseurs des valeurs de la République. Des valeurs dans lesquelles elle peut se reconnaître. Elle n'a pas encore choisi sa loge. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va éviter celle de Charlie. Maintenant qu'elle sait qu'il y a l'autre connard. Et ça tombe bien, puisqu'étant très spirit et déiste, on lui a d'ores et déjà proposé d'intégrer la guilde du droit divin, qui va se monter avec un grand maître apparemment très charismatique. Une date pour son initiation a même été fixée. Mais Marie-Ange ne la connaît pas encore. Et elle lui sera dévoilée, selon les dires de Charlie, À la dernière minute. Et quand elle s'y attendra le moins... On peut dire que tu as le sens du teasing, hein. Je sais juste réveiller la bête qui est en toi. Sur cette boutade étrange, Marie-Ange quitte son incorrigible acolyte et revient chez elle dans sa résidence, à la villa Montmorency à Paris, forteresse imprenable des stars. Pascal n'est pas là, parti en voyage d'affaires. La seule présence vivante dans cette immense baraque, c'est son chat, Pierre-Hervé Grosjean. Elle se démaquille lentement devant sa glace de chambre et se met sa crème de nuit. Mais au fond d'elle, elle se trouve laide et vieille. Elle se voit comme un grossier canular incarné. Et toute sa nuit, malgré la journée chargée en émotions nouvelles, elle fait un drôle de cauchemar. Peut-être les cachets qu'elle prend chaque nuit pour s'assommer.